Que feriez-vous si, dès votre premier jour de travail, on vous traitait comme un imposteur, simplement à cause de votre couleur de peau? Et si, même si vous étiez le mieux préparé de l'équipe, vous deviez tout prouver de zéro, juste pour obtenir le moindre respect? Voici l'histoire vraie d'un jeune infirmier qui a fait taire les préjugés avec compétence, sang-froid et une foi inébranlable en sa dignité. Et tout cela s'est produit en une seule journée. Un parcours d'humiliation, de résistance et de triomphe qu'il faut écouter jusqu'au bout. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question rapide. La plupart des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Si ce contenu vous touche, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et partagez. Car des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues et vécues jusqu'à la dernière seconde. Il s'appelait Malick Diouf, 27 ans, fils d'enseignant sénégalais installé à Lyon alors qu'il était encore bébé. Depuis tout petit, il avait l'air de quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules, mais souriait du regard, un regard calme qui, même en silence, disait « Je sais ce que je fais ». Ce matin d'octobre, le froid parisien le mordait la peau malgré son épais manteau, et il monta d'un pas assuré les escaliers du CHU de la Pitié-Salpêtrière, où il allait commencer sa première garde comme infirmier au SAMU. Sur le chemin des urgences, son pas était déterminé, mais son estomac se nouait. Ce n'était pas de la nervosité liée au travail. C'était le genre de froid qui vient du plus profond de l'âme, celui qu'on ressent quand on sait qu'on va être mis à rude épreuve. Malick n'avait pas peur du travail. Il craignait seulement le jugement silencieux, et celui-ci, il le savait, passait toujours avant l'étiquette. À l'accueil, la première chose qu'il entendit fut une voix basse, presque chuchotée, de la secrétaire de service. « Tu parles bien le français médical, hein ?» Elle n'avait même pas regardé son dossier, ni lui-même. L'accent léger de Malick, marqué par des traces de Dakar et de Marseille, semblait plus important que l'école d'infirmiers de l'AP-HP estampillée sur la carte d'accès qu'il portait au cou. Il répondit par un sourire retenu et un « oui ». Couramment, madame, qui relevait plus de la politesse que de la patience. Moins de 5 minutes plus tard, le premier appel arriva. Une femme de 78 ans, hypoglycémique, confuse, agitée. Malick prit le dossier et se présenta. « Non, 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 je veux quelqu'un qui parle sans accent, s'il vous plaît », dit-elle en fronçant le nez comme s'il s'était sali la main. Et c'est là, dès la première heure de son premier service, que Malick comprit que ce serait une journée de plus que n'importe quelle journée de travail de 24 heures. Malick prit une profonde inspiration, comme s'il prenait de l'air au plus profond de sa poitrine. Sans perdre son sang-froid, il s'approcha de la chaise où était assis le patient et, d'une voix ferme, dit « Ah, je suis l'infirmier responsable de vos soins. Je suis là pour veiller à ce que vous receviez les bons soins au bon moment. Si vous le souhaitez, je peux revoir avec vous le protocole d'administration rapide d'insuline. » Il désigna calmement le tableau où se trouvait le plan de traitement, citant de mémoire les paramètres de glycémie capillaire et l'intervalle idéal entre les doses d'insuline glargine et d'insuline rapide. La femme hésita, plissant les yeux, comme si elle testait chaque syllabe de ce qu'il disait à la recherche d'une erreur. Mais il ne bégaya pas une seule fois. Et ce n'est que lorsqu'il corrigea la prescription initiale, une erreur minime mais critique dans la dose d'amoxicilline, qu'elle le regarda différemment. Non pas avec sympathie, mais avec quelque chose de plus rare, un respect réticent. De l'autre côté du poste des infirmières, 2 internes parlaient à voix basse, se croyant hors de portée de voix. « T'es sûr qu'il a vraiment fait son externat ?»« On ne sait jamais, hein ?» entendit Malick. Il fit semblant de ne pas le savoir. Mais intérieurement, il ressentait cette vive tension qui n'était ni de la colère ni de la tristesse. C'était comme si quelqu'un vous tirait vers le bas sans vous toucher. Il avait déjà connu ce genre de méfiance. C'était comme une ombre. Elle le suivait toujours lorsqu'il arrivait avant d'être annoncé, lorsqu'il parlait trop précisément, lorsqu'il savait ce que beaucoup pensaient qu'il ne devrait pas savoir. Malgré cela, il menait sa journée comme un chirurgien suit un scalpel, posément,
coupant le superflu, allant droit au but. Il était 10h47 lorsque l'alarme catastrophe retentit dans le couloir. Un accident dans le métro boulevard de Sébastopol, plusieurs victimes, électrocution et traumatisme crânien. Les urgences se transformèrent en tempête et l'hôpital en champ de bataille. Le chaos s'installa avant les brancards. Malik portait déjà des gants lorsque les premiers blessés franchirent les portes automatiques, un homme brûlé au 2e degré au bras droit, une adolescente avec une fracture apparente du tibia et juste derrière eux, une femme enceinte paniquée et tachycardiée. Il regarda autour de lui et constata le désordre. L'équipe était désorganisée, une partie du règlement n'était pas encore arrivée et les médecins de garde étaient débordés par d'autres soins. C'est alors qu'il prit les choses en main. Il ne posa pas de questions, il n'attendit pas. Son badge encore flottant sur sa poitrine, il sortit un tableau de conférence, répartit le triage par couleur selon le protocole de l'ANS, distribua les tabliers, indiqua les tâches et cria clairement « Zone rouge, maintenant !» Quiconque ne l'avait jamais vu ainsi s'arrêta un instant. Il ne ressemblait plus au novice. Il était l'épicentre d'un système improvisé qui, miraculeusement, fonctionnait. Tandis que ses collègues digéraient encore leur nervosité, Malik gardait un calme presque insolent. Il administrait des sédatifs à 2 patients en délire, conformément au dossier thérapeutique de la HAS, ajustant la dose au millimètre près en fonction de leur poids estimé. À chaque intervention, il vérifiait l'ordonnance 3 fois, scannait les codes sur les sacs et trouvait quand même le temps de regarder les victimes dans les yeux et de leur dire « Tout va bien, tout ira bien ». Ce n'était pas seulement une question de technique, c'était une question de présence, c'était une question de commandement. Et lorsque le premier chirurgien se précipita et vit tout ce qui se passait, il demanda à voix haute « Qui a organisé ça ?» Malik répondit sans lever les yeux « Le personnel soignant ». Le médecin hocha simplement la tête, stupéfait, et poursuivit les interventions. Il ne le savait pas encore, mais à cet instant précis, Malik était devenu le guide moral de tout l'étage. À 14h22, le flux de patients s'était stabilisé. Mais l'adrénaline ne faiblissait toujours pas. Malik se lavait les mains aux toilettes lorsque derrière la porte entr'ouverte, il entendit un médecin murmurer à un autre « Il tient bien la pression, mieux que certains titulaires, hein ?» Et ce n'est qu'à ce moment-là, dans cet instant presque banal, qu'il s'autorisa à ressentir autre chose qu'une obligation. C'était comme si une fissure s'était ouverte dans le mur invisible qui l'avait toujours séparé des autres. Mais, bien sûr, rien ne lui fut adressé directement. Pas de félicitations, pas d'éloges, juste le silence, le genre de reconnaissance qui ne se traduit pas par des applaudissements, mais par une absence de critique. Et parfois, c'est ce qui compte le plus. Savoir qu'on a tout bien fait, mais qu'il faudra quand même recommencer, demain, avec la même perfection, juste pour conserver le peu de respect qu'on a réussi à gagner. À la fin de son service, le sol de l'unité ressemblait à un champ de bataille. Gaz au sol, papier de triage taché de sang, l'écho des alarmes résonnant encore dans sa tête. Malik resta assis 5 minutes dans les vestiaires, sans ôter sa blouse, les yeux fixés sur le casier métallique fermé. Il ne pensait à rien de particulier, il laissait simplement son corps exister. C'est alors que son téléphone portable vibra, un message interne du système hospitalier. C'était une déclaration de la direction, saluant la performance impeccable de l'équipe soignante lors de l'incident du métro, avec une mention spéciale pour le leadership technique de l'infirmier Malik Diouf. Il relut le message environ 3 fois. Chaque mot lui semblait plus lourd que le précédent. C'était la première fois qu'il voyait son nom dans une distinction officielle. Et plus encore, c'était la première fois qu'il ressentait avec clarté qu'il avait peut-être gagné, ne serait-ce que pour aujourd'hui. Mais c'est le lendemain, le corps endolori et les paupières lourdes, qu'il commença à prendre conscience de l'ampleur de ce qui s'était passé. Malik retournait à l'hôpital pour une réunion de routine en tenue d'hôpital,
vêtu d'un pull bordeaux et d'un jean foncé, lorsqu'il croisa une laborantine. Une Algérienne qu'il connaissait à peine, mais qui s'arrêta devant lui, les yeux brillants. « Mon fils vous a vu hier en salle d'attente, en train d'aider une femme à respirer avec un masque à oxygène. Il m'a dit que vous ressembliez à un super-héros. » Malik rit maladroitement. Mais intérieurement, quelque chose changea. Il ne s'agissait pas seulement de lui. Il s'agissait de ce qu'il représentait. Pour la première fois, il sentit que sa présence pouvait signifier quelque chose de plus grand que les humiliations qu'il avait déjà accumulées en silence. C'était comme si l'espace qu'il occupait n'était enfin plus emprunté. Dans l'après-midi, il reçut un appel inattendu. La responsable des programmes de formation interne souhaitait qu'il participe à un projet pilote. Un atelier sur l'égalité raciale et la compétence technique en milieu hospitalier. Malik faillit refuser. Il pensa au travail, à l'exposition, à la tension, mais il se souvint alors du patient âgé, des chuchotements de la réceptionniste, des regards échangés entre les internes. Et il comprit que se taire équivaudrait à consentir. Il accepta. Et à la fin de la réunion, il reçut un autre rapport. L'association Patients sans frontières avait envoyé une lettre à l'administration, vantant les soins techniques et humains prodigués par une infirmière, afro-descendante à l'accent subtil, mais au regard assuré et à la voix ferme. Malik en glissa une copie imprimée dans son sac à dos. Ce n'était pas de la vanité, c'était de la survie. C'était un rappel concret que même dans un système qui doute de lui, il avait déjà laissé son empreinte. Ce soir-là, assis sur la terrasse exiguë de son petit atelier du 13e arrondissement, Malik regardait les lumières de la ville se refléter dans les fenêtres de l'immeuble d'en face. Le bourdonnement des voitures était constant, mais semblait lointain. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'une seule journée avait contenu tout ce qu'il craignait le plus et tout ce qu'il désirait le plus. Être rejeté, remis en question, sous-estimé. Et pourtant, être utile, essentiel, être vu. C'était comme expérimenter deux extrêmes de lui-même en moins de 24 heures. Une part de lui voulait oublier ce jour. Une autre part voulait le revivre. Mais plus que tout, il voulait qu'il ait un sens, qu'il soit, et plus qu'une simple histoire de résistance, qu'il soit, peut-être, le début de quelque chose de plus grand. Et c'est exactement ce qui se produisit. Au cours des semaines suivantes, Malik remarqua de petits changements, presque imperceptibles, mais réels. L'hôtesse d'accueil qui l'avait interrogé le salua d'un « Bonjour, infirmier Diouf » et le regarda droit dans les yeux. Les internes commencèrent à lui demander son avis sur des situations cliniques difficiles, non pas sur un ton de défi, mais avec une curiosité sincère. On lui demanda de participer à une révision du protocole d'intégration des nouveaux professionnels du CHU. Et, discrètement, un paragraphe fut ajouté au document. Tout commentaire ou acte remettant en question la compétence d'un professionnel en raison de son accent, de son origine ethnique ou raciale, est interdit. C'était une petite phrase. Mais Malik en savait le prix. Il savait qu'elle existait, grâce à ce jour. Grâce à lui, malgré les changements extérieurs. Ce qui surprenait le plus Malik était ce qui se passait en lui. Ce n'était pas seulement de la fierté, c'était une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Comme si, pour la première fois, il n'occupait pas un espace emprunté, mais plutôt une place qu'il avait gagnée. Une place qu'il avait façonnée avec son calme, à chaque décision judicieuse prise au milieu du chaos. Cette confiance dont il faisait preuve, et que beaucoup considéraient comme de l'arrogance, était en réalité une défense. Une armure invisible qu'il avait dû se forger depuis l'université, lorsque ses collègues avaient suggéré qu'il avait dû être admis grâce à des quotas déguisés. Désormais, cette armure n'était plus seulement un bouclier, c'était aussi un symbole, un rappel qu'il pouvait rester lui-même tout en restant un modèle. Un après-midi, alors qu'il quittait l'hôpital, il fut abordé par une jeune infirmière fraîchement arrivée de Guyane française. Elle serra nerveusement son badge contre sa poitrine et dit, un peu gêné, « On disait que vous étiez Malik, celui de l'accident de Sébastopol. »
Il sourit, confirmant son affirmation, et elle répondit par un « merci » qui semblait porter le poids des années. Ce merci n'était pas seulement pour une histoire, c'était pour avoir ouvert un espace, pour avoir maintenu la porte entr'ouverte, pour avoir montré que c'était possible, même quand tout semble indiquer le contraire. Malik ne répondit pas. Il posa simplement fermement sa main sur son épaule et dit « Fais ce que tu as à faire et ne baisse jamais la tête ». C'était quelque chose qu'il avait besoin d'entendre depuis des années. Et maintenant, enfin, c'était lui qui le disait. L'atelier qu'il refusait d'accepter devint un tournant au sein du CHU. Au lieu de présentation formelle, Malik ouvrit la séance en racontant ce qu'il avait vécu pendant ce quart, sans filtre, sans fioriture. Ils ne m'ont pas demandé si j'étais prêt à gérer un arrêt cardio-respiratoire. Ils m'ont demandé si je parlais français. C'est très éloquent. Le silence s'installa dans la salle, un mélange de malaise et de réflexion. Pendant 2 heures, il présenta des données, partagea des situations vécues par des collègues racialisés et posa des questions directes. Combien d'entre vous ici ont déjà douté des compétences de quelqu'un simplement à cause de sa façon de parler? Et combien ont été mis en doute à cause de cela? Personne ne répondit immédiatement. Mais à la fin, les applaudissements furent nourris. L'un des médecins les plus âgés déclara « On avait besoin d'entendre ça depuis longtemps ». Malik hocha simplement la tête. Il savait. Depuis longtemps, en effet. En sortant, la directrice des ressources humaines le prit à part. Elle souhaitait que l'atelier fasse partie intégrante du processus d'intégration des nouvelles recrues. « Vous rendez-vous compte de l'impact que vous avez eu aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Malik sourit, mais intérieurement, il pensa « juste aujourd'hui ». Il ne le dit pas, mais il se souvint de chaque micro-agression qu'il avait ravalée, de chaque service où il avait dû tripler son travail pour obtenir la moitié de la reconnaissance. Il se souvint de la première fois où on l'avait pris pour un agent de sécurité d'hôpital, ou lorsqu'on lui avait demandé s'il était au bon service, alors qu'il portait déjà une blouse blanche. La différence, c'est qu'il ne la portait plus seul. Ce qui avait été une douleur silencieuse était désormais un souvenir, partagé, transformé en force. Et il était prêt à continuer à faire du bruit, doucement mais fermement. La semaine suivante, un événement inattendu se produisit. La vieille dame qui avait refusé ses soins lors de la première garde retourna à l'hôpital. Elle était censée être en consultation externe, mais dès qu'elle aperçut Malik dans le couloir, elle s'arrêta, ajusta son béret rouge sur sa tête et s'approcha de lui. « Je vous ai mal jugé. Vous avez bien pris soin de moi. Merci. » Elle tenait son sac à main à 2 mains, comme pour la protéger de sa propre gêne. Malik fut surpris, non pas tant par ses excuses, mais par son courage de revenir et de les dire. « Tout le monde mérite une deuxième chance », répondit-il avec un léger sourire. Et à cet instant, il vit dans ses yeux quelque chose d'inédit, l'humanité. Un geste simple, mais qui le toucha plus que tous les compliments qu'il avait reçus. Cet après-midi-là, alors qu'il mettait à jour les dossiers médicaux dans la salle informatique, Malik entendit l'imprimante bourdonner et, parmi les rapports, vit sortir une nouvelle brochure de l'hôpital. Formation aux soins éthiques et inclusifs. Responsable, Malik Diouf, infirmier coordinateur. Cela le prit par surprise, non pas à cause du titre qu'il savait venir, mais à cause du symbole qu'il portait. C'était la première fois qu'il voyait son nom imprimé comme référence dans quelque chose qui n'était pas seulement technique, quelque chose qui affectait le système, la structure, les fondations de l'hôpital. Il passa ses doigts sur le papier encore chaud et se souvint de sa mère qui disait toujours « En France, on ne gagne pas en étant bon, il faut être impeccable ». Pour la première fois, il sentit qu'il n'avait peut-être plus besoin d'être parfait pour être respecté. Peut-être que cela suffisait pour être vrai. Ce soir-là, après le travail, Malik décida de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il descendit la rue, Mouffetard, et entra dans un petit bistrot niché entre une librairie et un atelier de tapisserie. C'était un endroit où l'on sentait le vieux bois et où résonnait doucement le jazz français.
le genre qui vous enveloppe dès l'entrée. Il commanda un verre de vin rouge et une assiette de ratatouille, simplement parce que cela lui rappelait son enfance lyonnaise. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se pressait pas et n'expliquait rien à personne. Il était simplement là, existait de la manière la plus simple possible. Et là, au milieu des couverts et du murmure des conversations nocturnes, il ressentit une sorte de bonheur silencieux. C'était la paix de quelqu'un qui savait qu'il n'avait rien à prouver ce jour-là. Il devait juste respirer. En rentrant chez lui dans les rues humides et presque désertes de Paris, Malik songea à tout ce qui avait changé ce jour-là. D'infirmier fraîchement embauché, remis en question à cause de son accent, il était devenu une référence technique et un symbole du changement institutionnel. Mais plus encore, il était devenu un miroir pour ceux qui viendraient après lui. Cela n'a pas effacé les regards en coin, les murmures, les silences assourdissants, mais cela a donné un sens nouveau à tout cela. Il a enfin compris que le respect ne s'impose ni par la force, ni par les cris. Il se gagne par le détail, la précision et la constance. Et même si le monde essaye de vous détourner du chemin, quand on sait exactement qui on est, aucun couloir, aucun hôpital, aucun préjugé ne peut vous faire oublier. Il n'a pas vaincu le système, mais il a gagné ce jour-là. Et parfois, cela change tout. Le lendemain, Malik arriva tôt à l'hôpital, avant même que les lumières ne s'allument dans les couloirs. Il s'assit dans le vestiaire encore vide, lassant lentement ses chaussures, comme pour préparer son corps et son esprit à un marathon silencieux. Dans la poche de son sac à dos, il transportait le dépliant de l'atelier plié, ainsi qu'une copie, imprimée de la lettre de l'association de patients. Ce n'était ni de la vanité ni de l'attachement. C'était comme une boussole, un rappel constant qu'il avait une direction, même lorsque l'environnement tentait de le désorienter. En sortant du vestiaire, il croisa le résident qui avait douté de son internat. Le jeune homme le regarda, hésita une seconde, puis dit « Au fait, j'ai beaucoup appris en vous observant ce jour-là. » Malik dit simplement « Bonjour » et passa à autre chose. Non pas par supériorité, mais parce qu'il n'avait plus besoin de ce genre de validation. Ce jour-là était différent des précédents. Une étrange sensation flottait dans l'air, comme si quelque chose allait à nouveau changer. Et c'est ce qui s'est passé. Vers 16 heures, un jeune Haïtien fraîchement embauché comme aide-soignant fut accueilli sans ménagement par une infirmière plus âgée qui lui lança une remarque subtile mais cinglante. « J'espère que vous savez suivre le protocole, vous savez, ce n'est pas comme à l'étranger ici. » Malik entendit cela de loin, posa son bloc-notes et avec le calme qui était déjà sa marque de fabrique, s'approcha. Il posa la main sur l'épaule du jeune homme et dit d'une voix ferme mais calme « Ici, ceux qui doutent demandent, ceux qui ont des préjugés apprennent. » Et il se tint là, à ses côtés, lui montrant où se trouvaient les dossiers, lui expliquant les procédures, veillant à ce que personne ne traverse à nouveau une telle épreuve seul. Pas tant qu'il serait là. La nouvelle de ce geste se répandit rapidement dans les couloirs de l'hôpital. Le lendemain, Malik fut convoqué pour une conversation informelle avec la directrice clinique. Elle avait une attitude réservée, le genre de personne qui pèse ses mots avant de parler. Mais ce matin-là, elle fut directe. « Nous avons besoin de plus de personnes comme vous à des postes d'autorité. Avez-vous pensé à coordonner le programme d'intégration des professionnels internationaux ?» Il resta silencieux quelques secondes. Non pas qu'il doutât de ses capacités, mais parce qu'il ressentait le poids symbolique de la proposition. Ce n'était pas seulement une position, c'était une invitation à ouvrir la voie, à légitimer l'espace d'autres personnes qui, comme lui, devaient taire les humiliations et prouver doublement leurs compétences. Il accepta, et pour la première fois, il sentit qu'il contribuait à bâtir une structure où, à l'avenir, personne n'aura peut-être besoin d'être aussi fort, simplement pour être accepté. Sur le chemin du retour ce jour-là, Malik décida de changer d'itinéraire. Il descendit 2 arrêts plus tôt que d'habitude et traversa les rues moins fréquentées du quartier latin. Il passa devant un kiosque à livres d'occasion
acheta un vieux volume de Frantz Fanon et entra dans une boulangerie où personne ne le reconnut. Il commanda un éclair et un café serré. Il s'assit près de la fenêtre et, tandis que la vapeur s'élevait de sa tasse, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti aussi clairement, l'appartenance. Ce n'était pas seulement parce qu'il avait un nouveau poste ou qu'il avait été félicité. C'était parce qu'il avait transformé la douleur en pont, les préjugés en programme, la solitude en mouvement. Et dans ce silence chargé de sens, il comprit que son voyage ne le concernait pas seulement. Il concernait tous ceux qui viendraient après lui. Et, plus encore, ceux qui n'auraient jamais eu cette chance. Quelques semaines plus tard, lors d'une conférence interne au CHU, Malik fut invité à prononcer le discours de clôture. L'auditoire était composé de médecins-chefs, de directeurs, d'internes et de professionnels infirmiers de tous les domaines. Il monta sur scène sans papier, sans diapositive, juste une voix claire et une histoire à raconter. Je ne suis pas venu ici parce que j'étais le plus brillant. Je suis venu ici parce que personne ne m'a laissé d'autre choix que d'être impeccable. Et aujourd'hui, je voulais... et qu'aucun d'entre vous n'ait besoin de le voir. Le silence se fit. Certains détournèrent le regard, d'autres retinrent leur souffle. Et lorsqu'il eut terminé, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats. Juste une longue seconde de pur et sincère respect, comme si chacun avait enfin compris qu'il ne s'agissait pas d'une histoire individuelle. C'était un miroir. Alors qu'il quittait la conférence, une résidente que Malik n'avait jamais vue s'approcha de lui, les yeux embués de larmes. « Merci de ne pas avoir abandonné. Il y a des jours où j'ai failli abandonner. » Malik retint son émotion et répondit ce qu'il connaissait désormais par cœur. « C'est normal d'être fatigué, mais nous ne sommes pas allés aussi loin pour nous arrêter à mi-chemin. » Elle sourit et dans ce sourire, il vit le reflet de tout ce qu'il avait vécu lors de ce premier service. L'humiliation, le doute, le leadership, la reconnaissance. Tout cela dans un seul regard. Et à cet instant, il comprit. Surmonter n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'une nouvelle histoire. Une histoire où il n'avait plus besoin de demander de l'espace. Il l'avait créée, avec détermination, avec savoir, et surtout avec dignité. Aujourd'hui, Malik est toujours au même hôpital. Son badge est le même, sa blouse est la même. Mais maintenant, lorsqu'il entre dans le service, le regard des gens ne faiblit pas. Il y a de la reconnaissance, de l'écoute. Les nouveaux professionnels l'appellent mentor, et même les anciens, ou ceux qui hésitaient auparavant, savent maintenant qu'il y a quelqu'un d'indéniablement préparé. Parfois, il ressent encore le poids de tout cela, non pas parce que les difficultés sont terminées, mais parce qu'il sait que, pour beaucoup, elles n'ont même pas encore commencé. Mais maintenant, il existe un réseau. Des voix s'élèvent, inspirées par son parcours. Et si auparavant il marchait seul, aujourd'hui, il réalise qu'il n'est plus seul dans les couloirs, dans les décisions, dans les confrontations subtiles. Il n'a pas surmonté les préjugés de tout un pays, mais il a surmonté sa propre peur de ne jamais être reconnu. Et tout a commencé ce jour-là. Un changement, un regard en coin, un « parlez-vous français ?» un « je préfère quelqu'un qui parle sans accent », un silence ravalé, un leadership assumé et un choix constant, ne pas baisser la tête. Le dépassement des obstacles par Malik n'est pas le fruit d'un miracle. Il est dû à la répétition de l'excellence, au courage de ne pas se cacher, à la détermination de savoir qui l'on est. Et si aujourd'hui le protocole d'accueil a changé, si davantage de professionnels noirs sont entendus naturellement, si le respect a cessé d'être une concession pour devenir une conséquence, c'est parce qu'un jeune infirmier a décidé que son existence ne serait pas façonnée par les doutes des autres. C'est avec technique, calme et dignité qu'il a réécrit l'espace que l'on avait jusque-là tenté de limiter. Car en France, comme partout, ailleurs, le respect se construit, et lorsqu'il est vrai, personne ne peut le lui enlever. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière.
Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.